Les poings se tendent, les sourires s'allument. Dans les usines, au dépôt de charbon, aux galeries Lafayette. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise. Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux. Voici la déléguée d'un grand magasin. Quand on prend la géographie du démarrage des grèves, on s'aperçoit que ces grèves n'ont pas démarré n'importe où. Elles démarrent dans les grandes usines métallurgiques qui ont subi la rationalisation et la taylorisation dans les années 20 et qui sont des usines qui ont, pour ainsi dire, toutes été touchées dans les années 20 par une grève d'importance à l'échelle de l'entreprise. Les ouvriers métallurgistes auront montré leur souci de défendre les intérêts et la sécurité du pays beaucoup mieux que ne l'a fait le patronat qui prétendait en être le seul défenseur. Que les défenseurs de cet intérêt, que les défenseurs de cette sécurité, ça n'est pas ceux qui soutiennent, qui protègent les cagoulards, mais c'est le véritable peuple de France, le peuple des usines, le peuple des champs. C'est les masses laborieuses, c'est le Front populaire, c'est l'union de ces masses laborieuses dans le Front populaire. Les grévistes veillent à la sécurité des usines afin de déjouer toute provocation. L'histoire de cette maison est très symbolique puisqu'elle représente un petit peu toute l'histoire du mouvement syndical métallurgiste CGT depuis 1936. Pour la première fois dans l'histoire syndicale, les usines sont occupées par toutes les catégories de salariés, que ce soit les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, voire les ingénieurs. Et la forme d'action d'occupation permet au mieux de rassembler le maximum de salariés dans la lutte, ce qui permet aux salariés de se syndiquer massivement. Sabrique, Bolotte, Rebolotte et 10 donnés. Une usine occupée, c'est souvent la bagarre, mais l'usine occupée, c'est toujours la victoire. T'as raison, le printemps. Alors voilà, je me suis dit, dans le fond, vaut mieux faire comme tout le monde et me syndiquer. Je vous félicite, monsieur Sébastien, maintenant l'usine est syndiquée à 100%. Le mouvement ouvrier français est en train de faire là une première expérience. C'est cette fameuse grève générale à laquelle le mouvement syndical, anarcho-syndicaliste aspirait et qui n'était jamais advenue dans la France d'avant 14, qui entre en acte et qui entre évidemment en acte dans des formes qui n'étaient pas les formes imaginées, rêvées, pensées par les syndicalistes révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, on est bien dans une mythologie de cette grève générale qui contribue, je crois, à donner corps, à globaliser ces phénomènes d'occupation d'usines. Les occupations d'usines, eh bien, le mouvement ouvrier entend lui donner cette dimension festive et qui, je crois, doit être prise au sens fort, au sens de cette appropriation du temps et donc de cette appropriation de sa vie. Au studio de Joinville, on danse. Regardez ce brave comptable qui s'en donne à cœur joie. La danse du ballet. L'ampleur sans précédent des grèves et des occupations d'usines aboutit le 8 juin 1936 aux accords de Matignon entre la CGT, le patronat et l'État. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous admettrez que les salaires de 80 centimes et d'1 franc de l'heure dont je vous ai parlé soient doublés, triplés et même quadruplés. Mieux, vous prendrez l'engagement d'appliquer scrupuleusement la semaine de 40 heures, avec le même salaire que pour 48 heures, les congés payés, l'institution des délégués du personnel,
les conventions collectives. Toute chose que nous demandons au président du Conseil de faire sanctionner par des lois. Non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. Les accords Matignon sont un événement absolument majeur dans l'histoire du syndicalisme français, puisque pour la première fois, l'État se pose en arbitre. Et donc on a une remise en cause du principe du libéralisme économique et social qui était quand même très consubstantiel à la République. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. Le succès des grèves de 1936 entraîne une croissance exceptionnelle des effectifs syndicaux et des revenus de la CGT. Pour la première fois, le syndicat peut offrir à ses adhérents toute une série de services sociaux. Afin de donner la possibilité à de nombreux chômeurs de rentrer dans la production et développer leur qualification professionnelle, une école a été créée par le syndicat. 134 ouvriers sur machine, 266 ajusteurs ont été rééduqués et placés. Au 9 de la rue des Bleuets, dans le 11e, un immeuble spacieux abrite la mutuelle, la caisse primaire et le dispensaire. La caisse primaire démontre que les assurances sociales peuvent être fort bien gérées par les ouvriers eux-mêmes. À l'appel du syndicat, les adhérents, leurs amis, leurs familles se réunissent à Baillet en grand nombre pour, profitant des beaux dimanches de printemps, se divertir au grand air. De nombreux campeurs passent leur week-end dans le parc des loisirs. Le Front populaire a été un moment de développement sans précédent d'une culture de lutte, dont on sait très bien qu'elle va marquer non pas éternellement, mais du moins durablement le mouvement syndical français. Il y a un nouveau rapport de force qui existe dans les usines, dans les ateliers. On raconte l'histoire de ces ouvrières de biscuiterie à qui le patron veut imposer un bonnet. Il a sans doute raison en termes d'hygiène et en termes de sécurité, et qui peine un peu à faire adopter le principe du port du bonnet. Et finalement, les ouvrières arrivent avec des bonnets phrygiens rouges. « 1936 marque le début du syndicalisme de masse en France. Le souvenir de ces grèves restera longtemps inscrit dans l'histoire collective du mouvement ouvrier français. Mais l'ensemble des acquis sociaux et l'instauration de nouveaux rapports de force dans le monde du travail ne laisseront pas longtemps indifférents l'État et le patronat.